Alors, poursuivons maintenant avec cette deuxième partie du chapitre 12 pour parler de l'immunodéficience secondaire. Et dans l'immunodéficience secondaire, évidemment, nous avons fait le choix de ne pas parler de toutes les causes d'immunodéficience secondaire, ce qui déborderait le contexte du cours, mais nous allons parler du VIH-Sida euh, pour plusieurs raisons, et notamment pour les raisons qui suivent dans la perspective historique. Donc, au début des années 80, on s'est mis à voir des patients qui mouraient d'infections opportunistes, de cancers rares, et chez des patients, somme toute jeunes, et qui étaient auparavant en très bonne santé. Et on s'est vite rendu compte que c'était secondaire à une immunodéficience et qui était acquise par ces patients-là. Le terme sida est apparu pour définir cette nouvelle maladie. Pendant plusieurs années, les gens mouraient du sida sans qu'on sache trop ce qui causait ce syndrome d'immunodéficience. Et après quelques années, on a identifié la cause qui est un rétrovirus qui s'appelle le VIH, donc le virus de l'immunodéficience humaine. Donc, au début de l'épidémie de sida dans les années 80, la quasi-totalité des patients identifiés mouraient. Et devant cette calamité, évidemment, la communauté scientifique s'est mobilisée et il s'est mis à y avoir énormément de recherches sur le système immunitaire, sur les mécanismes de cette immunodéficience et en virologie pour identifier et mieux connaître finalement le virus qui était responsable du sida. Et on doit à cette épidémie de VIH-Sida, on doit une avancée spectaculaire dans nos connaissances scientifiques sur le système immunitaire. Et beaucoup de ce qu'on apprend aujourd'hui et beaucoup des outils immunologiques dont on se sert aujourd'hui dérivent de la recherche pour combattre le VIH-Sida et c'était vraiment un élément important dans le développement de la science en immunologie et également en infectiologie. Aujourd'hui, le VIH, donc la maladie, l'infection à VIH peut être contrôlée grâce à une combinaison d'agents antiviraux et qui font en sorte que les patients ont une survie normale et qu'ils ne meurent plus, ils ne progressent plus lorsqu'ils sont bien traités euh, vers le sida, vers l'immunodéficience qui pourrait être induite par le virus et ont réussi à contrôler ce virus-là. Par contre, l'infection avec le virus du VIH demeure incurable. On ne peut pas la guérir et à ce jour, il n'y a toujours pas de vaccin qui a été démontré efficace pour prévenir l'infection à VIH. À l'heure actuelle, il y a environ 40 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde et même si il y a beaucoup moins de gens qui meurent du sida aujourd'hui, surtout dans les pays industrialisés où on a accès aux bons traitements antiviraux, ça demeure euh, une maladie qui est extrêmement à risque de mortalité si le traitement est interrompu ou si le traitement n'est pas disponible. Et donc, il y a encore beaucoup à faire pour travailler sur la guérison et sur la prévention de cette maladie. Donc, le virus VIH en soi, c'est un rétrovirus. Un rétrovirus, c'est un virus qui contient deux brins d'ARN à l'intérieur d'une nucléocapside protéique. Donc, il y a une nucléocapside et autour de cette nucléocapside-là, il y a une enveloppe lipidique qui, elle, est dérivée de la membrane cellulaire de l'hôte, donc de la cellule qui est infectée qui va servir à répliquer le virus. Euh, sur cette enveloppe lipidique-là, ou intégrée à cette enveloppe lipidique-là, il y a
il y a des protéines virales et nous avons à la surface du virion là, de VIH une glycoprotéine de surface qui s'appelle le GP120 et qui est la protéine dont le virus se sert pour s'accrocher à sa cellule cible parce que c'est une protéine qui est capable de se lier au CD4, donc à la molécule de surface de la cellule T helper ou la cellule T CD4. Il est aussi capable, le GP120, de se lier et d'atteindre la cellule cible par le CXCR4, qui est un récepteur qui est également présent sur les cellules T, et par le CCR5, qui est un récepteur de chimiokine qui est situé sur les macrophages et les cellules dendritiques. Et donc, principalement, le virus du VIH en soi va être capable d'infecter la cellule TCD4, le macrophage et la cellule dendritique. Donc, trois cellules extrêmement importantes dans la réponse immunitaire adaptative, d'où la difficulté de combattre cette infection-là. Le virus aussi va avoir des enzymes donc qui vont lui permettre d'abord une enzyme qui s'appelle la transcriptase inverse qui va permettre de synthétiser de l'ADN viral à partir de l'ARN qui est dans le virus. Donc la transcriptase inverse, une fois que le virus va avoir infecté sa cellule hôte, va permettre de synthétiser un ADN viral à partir de l'ARN du virus et cet ADN viral-là va pouvoir aller s'intégrer au génome de la cellule hôte et il va s'intégrer au génome de cette cellule hôte-là grâce à une autre enzyme qui est présente dans le virus qui s'appelle l'intégrase. Donc, le virus va avoir des protéines qui lui permettent de se lier à ces trois récepteurs, à ces trois marqueurs des cellules hôtes. Il va s'intégrer à l'intérieur, il va entrer à l'intérieur de la cellule qu'il va infecter et grâce à ces enzymes, va être capable de synthétiser de l'ADN viral et de l'intégrer dans le génome de la cellule qui est infectée. Et donc, c'est exactement ce qu'on voit dans le cycle viral ici. Donc, on voit le virion qui, par le GP120, va venir ici là, se lier au CD4 et un récepteur de chimokine, par exemple le CXCR, et va de cette façon-là être capable de se fixer à la cellule et de s'intégrer à la membrane cellulaire pour déverser là, son contenu dans le cytoplasme. Une fois dans le cytoplasme, la transcriptase inverse va, à partir de l'ARN du virus, synthétiser de l'ADN viral et cet ADN viral-là va aller s'intégrer à l'ADN de la cellule hôte grâce à l'intégrase. Et là, cet ADN viral-là, qui va être dorénavant présent dans la cellule hôte, ne fera pas grand-chose, va rester en dormance. Le virus va rester en dormance jusqu'à temps que cette cellule hôte-là soit appelée à participer à une réaction immune. Donc, par exemple, si on est dans un CD4, bien, à un moment donné, ce CD4-là va être amené à participer à une réaction immune et lorsqu'il va s'activer pour participer à une réaction immune, quelle qu'elle soit, contre un autre virus ou une bactérie, et bien, à ce moment-là, il va se mettre à répliquer son ADN et cette réplication d'ADN-là va faire en sorte qu'il va se mettre à fabriquer de l'ARN viral. Et à ce moment-là, cet ARN viral-là, une fois rendu dans le cytoplasme, va être capable de s'organiser et de fabriquer de nouveaux virions. Et c'est ainsi que le VIH va se mettre à se répliquer. Et cette cellule hôte-là, qui va avoir été impliquée dans une réponse immune, en même temps que faire cette réponse immune-là, va devenir une usine à produire des nouveaux virions de VIH.
C'est comme ça que le virus, après avoir infecté les CD4 ou les macrophages ou les cellules dendritiques, peut rester latent si les cellules infectées ne sont pas sollicitées dans des réponses immunes. Mais un jour ou l'autre, elles vont être sollicitées et là, elles vont se mettre à produire beaucoup de nouvelles particules, ce qui va tuer euh, la cellule hôte à moyen terme, mais également participer à répliquer le virus qui va pouvoir ensuite aller infecter d'autres CD4, d'autres cellules dendritiques et d'autres macrophages. Donc, le VIH se transmet de différentes façons, donc par les rapports sexuels, les aiguilles ou le matériel contaminé. Il a été transmis par des produits sanguins. Avant 1987, on ignorait une bonne partie de tout ce que je vous présente aujourd'hui et il y a beaucoup de patients qui ont été transfusés, notamment des hémophiles qui ont contracté le VIH. Peut aussi être transmis de façon verticale, donc de la mère au fœtus, et aussi même parfois lors de l'allaitement. Évidemment, tout ça est presque nul quand la mère est traitée pour son VIH, mais si ce n'est pas le cas, la transmission peut se faire de cette façon-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le virus comme tel? Quels sont ses effets pathogènes? D'abord, comme on a vu, le virus en soi, il est problématique parce qu'il n'infecte pas n'importe quelle cellule dans notre corps. Il infecte le cœur de notre système immunitaire. Il infecte les cellules dendritiques, les macrophages et les cellules T CD4. Donc, les cellules T CD4, c'est les cellules les plus importantes de l'immunité adaptative. Puis, elles ont besoin des cellules dendritiques pour leur présenter des antigènes et elles ont besoin des macrophages aussi. Donc, si toutes ces portions-là du système immunitaire adaptatif sont infectées, bien, on peut comprendre la grande destruction du système immunitaire qui est induite là, par le virus du VIH. Donc, d'abord, infection des cellules dendritiques, macrophages, cellules T. Les cellules qui se mettent à répliquer activement le virus vont finir par mourir épuisées de fabriquer autant de virus, et ça dès l'infection initiale. Et les CD4 qui sont infectés peuvent quand même être reconnus comme étant anormaux par les CD8, et donc certaines cellules CD4 vont mourir par épuisement de fabriquer des virus et d'être infectées, puis d'autres vont mourir carrément tuées là, par des CD8. Par contre, si les cellules infectées ne sont pas stimulées dans des réactions immunitaires, bien, le provirus peut demeurer à l'état latent dans les cellules réservoirs et le virus peut entrer en latence. Mais globalement, plus la maladie avance et plus il y a des cellules même en latence, plus la mort cellulaire va être importante. Et on note, sans trop savoir pourquoi, que la mort cellulaire dépasse vraiment le nombre de cellules qui sont infectées, probablement parce qu'il s'induit une espèce d'activation chronique dans le système immunitaire qui est responsable d'une apoptose augmentée de plusieurs cellules. À long terme, le VIH va faire perdre l'architecture des organes lymphoïdes et donc, si on n'a plus de cellules dendritiques pour présenter les antigènes, on n'a plus de CD4 pour y répondre, mais les organes lymphoïdes vont être complètement anarchiques et désorganisés et ceci va contribuer à l'épuisement immunitaire qu'on va noter lorsque la maladie progresse et qui va résulter en le sida, donc qui est finalement le syndrome d'immunodéficience qui va apparaître lorsque le système immunitaire va avoir été suffisamment affaibli par le virus. Donc, l'évolution clinique de la maladie, c'est d'abord le patient qui s'infecte va souvent présenter un petit syndrome virémique aigu, fièvre, fatigue. Ça dure quelques jours et ça peut passer plutôt inaperçu, passer pour un bon rhume. Et puis ensuite, le patient va entrer dans une phase de latence où il n'aura pas encore de syndrome d'immunodéficience, mais où progressivement le réservoir de cellules infectées va s'étendre et il va y avoir une destruction progressive des lymphocytes T
et des organes lymphoïdes. Et lorsque cette destruction-là va être assez avancée, donc lorsque les CD4 dans le sang vont être en bas de 200 cellules par millimètre cube, c'est là que le sida va apparaître. Donc, le patient va se mettre à faire des infections opportunistes avec des germes opportunistes comme le pneumocystis, le CMV, certains champignons, des cancers secondaires comme des lymphomes B ou les cancers des vaisseaux sanguins comme le sarcome de Kaposi. Et le patient va développer ultimement un état de cachexie, parfois même de la démence, et puis mourir de ces infections et de cette cachexie. Donc, on voit ici l'évolution. Donc, au tout début de la maladie, vous avez ici là, la quantité de virus dans le sang qui va monter. Donc, au début, il va y avoir de plus en plus de CD4 infectés. Donc, on va voir qu'initialement, les CD4 vont baisser beaucoup. Puis, ensuite, le virus va entrer en phase de latence. Donc, la réplication virale va rediminuer. Les CD4 vont remonter un peu. Et là, l'effet destructeur sur le système immunitaire va s'installer et va progresser tranquillement sur plusieurs années jusqu'à temps qu'il y ait assez de destruction et que les CD4 passent au niveau de la barre des 200. Et à ce moment-là, les symptômes constitutionnels vont apparaître. Le virus va recommencer à se répliquer de façon importante et les infections opportunistes vont apparaître et assez rapidement, la mort va survenir. Donc, de façon relativement moyenne, les patients mouraient avant l'instauration des traitements antirétroviraux. Les patients mouraient en dedans de 5 à 10 ans, 5 à 12 ans après l'infection initiale avec le VIH. Donc, vous avez ici quelques exemples. Donc, vous avez un enfant atteint de VIH dans les années 80 avec un état complètement cachexique. Vous avez ici un patient qui fait une infection opportuniste, donc une encéphalite virale à JC virus et donc une leucoencéphalite. Et vous avez ici un patient atteint là, du fameux sarcome de Kaposi, qui est un cancer des vaisseaux sanguins qui se manifeste beaucoup sur la peau et qui est assez caractéristique là, des patients sidéens. Alors, pourquoi notre système immunitaire n'est-il pas capable de combattre le VIH et de venir à bout du VIH? Bien, d'abord, comme on l'a mentionné, c'est une infection qui atteint le cœur du système immunitaire, donc le lymphocyte TCD4. Le lymphocyte TCD4 est important parce qu'il contrôle la réponse cellulaire en stimulant les macrophages, en stimulant les CD8, en permettant la réponse humorale des cellules B de façon optimale. Donc, toute cette aide, toute cette coordination du système immunitaire adaptatif est détruite dans l'infection. Ensuite, le virus mute constamment et donc les antigènes qui sont à la surface de la capside mutent constamment et les anticorps qui sont produits contre ce virus-là deviennent rapidement inefficaces puisque le virus mute constamment. Donc, on est incapable de l'éliminer. L'autre chose, c'est que le virus, une fois qu'il a infecté une cellule, bien, il diminue l'expression des molécules de CMH de classe 1 à la surface de cette cellule-là. Alors, la cellule infectée est souvent pas capable de montrer qu'elle est infectée et elle se retrouve à l'abri des cellules T cytotoxiques et ne sera souvent pas tuée. Et c'est comme ça que les fameux réservoirs de virus là, seront constitués et vont faire en sorte que la latence va amener une destruction progressive du système immunitaire. Alors, comment on traite le VIH? Eh bien, dans les années 90, après avoir connu une hécatombe, donc de plein de patients qui mouraient du sida, sont apparus les traitements antiviraux. Donc, des traitements antirétroviraux qui viennent inhiber les enzymes qui permettent la réplication virale et l'infection de nouvelles cellules. Donc, ces traitements-là sont apparus là, vers le milieu des années 90 et rapidement, la mortalité s'est mise à chuter là, drastiquement.
Donc, il y a des inhibiteurs des enzymes dont on a parlé, la transcriptase inverse et la protéase, donc qui permettent de fabriquer de nouveaux virus. Et donc, le fait de prendre ces médications-là va diminuer la réplication du virus et sans l'éradiquer complètement, va faire en sorte que euh, le, l'infection de nouvelles cellules sera beaucoup, beaucoup plus difficile. Et donc, on va maintenir indéfiniment, tant que le patient prend ces médicaments-là et qu'il n'y a pas de résistance, on va maintenir indéfiniment la phase de latence et on va diminuer ou presque annuler l'état de destruction immunitaire progressive qui est induite par le virus parce qu'il ne sera pas capable de se répliquer. Alors, on ne sera pas capable d'éliminer le réservoir de virus, on ne sera pas capable d'éliminer complètement le virus, mais n'étant pas capable de se répliquer, il ne pourra pas infecter de nouvelles cellules et on va éviter la destruction du système immunitaire. Donc, on maintient un niveau de CD4 le plus élevé possible et on maintient la charge virale là, indétectable, ce qui va avoir le bénéfice aussi que les patients sous traitement, s'ils ont une charge virale indétectable, ne seront pas capables d'infecter d'autres personnes. Ces traitements-là ont amené une diminution marquée du sida ou une quasi-disparition. Là, ça existe encore parce qu'évidemment, il y a des patients qui parfois ne prennent pas leur traitement, ne sont pas traités ou arrêtent leur traitement, mais euh, ça a amené une diminution marquée du sida et la très vaste majorité des patients adéquatement traités pour leur VIH n'auront jamais le développement du sida avec les traitements qu'on a. Par contre, on ne connaît pas bien l'effet à long terme et on sait qu'on n'éradique pas complètement le virus et que si le patient arrête de se traiter, il va éventuellement progresser sa maladie et être susceptible au VIH. Les effets secondaires des traitements sont aussi présents. Par contre, dans les dernières années, il y a eu de nouveaux médicaments qui ont été développés qui ont beaucoup, beaucoup moins d'effets secondaires que les premiers antirétroviraux qui ont été mis sur le marché dans les années 90. La prévention de l'infection par le VIH demeure essentielle malgré le progrès des traitements parce que c'est toujours pas une maladie qu'on est capable de guérir, à part quelques cas anecdotiques de patients qui ont une allogreffe de moelle. Mais donc la prévention demeure essentielle et donc on n'insistera jamais assez sur l'importance de la protection sexuelle. Il y a maintenant pour les patients qui sont plus à risque d'attraper le VIH de la prophylaxie pré-exposition, donc la PrEP qui peut être prescrite pour éviter de contracter le virus. Il peut y avoir de la prophylaxie post-exposition, donc chez un patient qui a eu un incident qui aurait pu l'exposer au VIH, on peut prescrire des antirétroviraux pour éviter l'infection. Il y a tout ce qui est fait au niveau des clientèles d'utilisateurs de drogues intraveineuses pour s'assurer qu'ils utilisent des seringues qui sont neuves, qui sont propres. Maintenant, on traite les produits sanguins de façon à éliminer complètement le virus s'il était présent. Et donc, les produits sanguins sont maintenant là, sécuritaires en regard du VIH. De même, les patientes atteintes du VIH qui sont enceintes, lorsqu'elles sont bien traitées, ne transmettent, pour ainsi dire, jamais le virus à leur bébé. Alors, il faut penser à dépister les patients pour l'infection à VIH parce que si on a des patients VIH positifs qui sont bien traités et qui ont une charge virale indétectable, bien, ils ne peuvent pas infecter d'autres personnes. Par contre, les patients qui pourraient avoir le VIH et ne pas le savoir et ne pas être diagnostiqués, eux peuvent être dangereux, eux peuvent infecter d'autres personnes. Donc, c'est très important, malgré qu'on a de bons traitements pour le VIH maintenant, de dépister les patients pour minimiser la transmission à d'autres personnes. Ultimement, on souhaite toujours le développement d'un vaccin contre le VIH, mais
pour différentes raisons, il n'y a rien qui a fonctionné au niveau du vaccin contre le VIH. Donc, c'est toujours des efforts qui sont en cours. Donc, ceci termine notre petite présentation sur le chapitre 12 et la présentation sur le VIH. Je vous incite donc à reviser la matière et puis à vous présenter à la séance synchrone pour poser vos questions si vous en avez, laquelle aura lieu là, le 11 novembre, là, tel que prévu initialement à l'horaire, en direct sur Adobe Connect. Bonne fin de journée!